Okapi Service, pour participer à l'émission 081 890 63 94 par SMS 081 070 20 50 ou internet service@radiookapi.net. Bien, merci de nous rejoindre dans cette deuxième partie de l'émission Okapi Service. Alors, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, dans cette deuxième partie, nous allons parler de l'amélioration de la fourniture en courant électrique en République démocratique du Congo. Plusieurs quartiers de Kinshasa sont plongés dans le noir depuis quelques jours. La SNEL avait annoncé des travaux d'entretien périodique de ces équipements électromécaniques. Cela n'a pas manqué de causer des désagréments auprès des abonnés. Ces derniers se plaignent souvent des coupures intempestives, des chutes des tensions et des délestages sévères. Face à toutes ces difficultés, que faire pour améliorer la desserte en énergie électrique en République démocratique du Congo? Nous avons en ligne l'ingénieur Koudié. Il est expert en génie électrique. Idriss Koudié, bonjour. Monsieur Tati. C'est Monsieur Jody. Bienvenue dans cette émission. Voilà, nous avons également en ligne Emmanuel Moussouyou, coordonnateur de la coalition des ONG de la société civile pour le suivi des réformes et de l'action publique, CORAP en sigle. Emmanuel Moussouyou, bonjour. Oui, merci, bonjour. Je vous salue là. Bienvenue dans cette émission. Alors Idriss Koudi, la première question est de savoir qu'est-ce qui est à la base de toutes ces perturbations dans la fourniture de courant électrique en République démocratique du Congo et particulièrement dans la ville-province de Kinshasa. Bien, merci beaucoup pour la question, mais je pense que pour ne pas se redire, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'éléments. Mais il faut dire que l'instabilité en termes de fourniture de l'énergie électrique dans la ville de Kinshasa, et ça c'est une question qui émane de la responsabilité de la Société nationale d'électricité, qui n'a pas pu faire son travail correctement. Et donc, il y a aussi la vétusté des équipements. Et il y a la plupart des câbles qui sont utilisés par la Société nationale d'électricité ici au Congo ou à Kinshasa particulièrement. Ce sont des câbles qui datent de très longtemps. Et donc, certaines cabines qui ont été implantées vers les années 70, vers les années 90, n'ont pas été mises à niveau par rapport à l'évolution du besoin de consommation énergétique dans la ville de Kinshasa, ce qui fait qu'aujourd'hui la société nationale n'est pas en mesure de desservir. Il se pose un problème de surdimensionnement en termes de besoins énergétiques, et donc c'est vraiment une situation très complexe. Et une autre chose, parce qu'il faut dire que jusqu'aujourd'hui on ne sent pas que le secteur de l'électricité a été déjà libéralisé, du fait qu'on a une seule entreprise qui continue à produire et à fournir de l'énergie électrique. Bon, bien qu'il y a d'autres entreprises qui ont vu le jour dans le Kivu qui fournissent l'électricité. Exactement, mais le problème c'est à quel pourcentage. Et je sais qu'il y a quelques entreprises qui sont en train de fournir de l'électricité, mais le pourcentage est tellement très réduit, et donc il est important que le gouvernement puisse accélérer un tout petit peu pour que les plans de l'électrification soient élaborés. Mais évidemment, il faut faire appel aux investisseurs privés pour qu'ils viennent porter main forte dans ce secteur. Mais en ce qui concerne la Société nationale d'électricité, je crois qu'il est important que l'un des départements de cette société soit privatisé, qu'on donne ça à un privé. Et donc, en ce moment-là, on peut trouver quand même un ouf de soulagement, mais il faut dire que à l'allure où les choses vont, rien ne pourra changer s'il n'y a pas vraiment beaucoup de rigueur et beaucoup de discipline dans ces secteurs. Emmanuel Moussouyou, qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer la desserte en énergie électrique dans notre pays? Oui, merci beaucoup pour la question. Déjà, à la première question de savoir si il y a qu'est-ce qui est à la base de cette problématique. Peut-être que je voudrais ajouter quelque chose, un petit élément, avant que je ne réponde à la question de qu'est-ce qu'il faut faire.
Donc, outre les problèmes de maintenance, outre le problème que venait d'identifier M. Idriss tout à l'heure, il y a ce grand problème que nous avons, les problèmes de gouvernance. Parce que comme vous le savez, gouverner, c'est prévoir. À ce jour, on devait avoir au niveau, que ce soit de la SNEL ou de l'État congolais au niveau du ministère de l'Énergie, une planification énergétique. Parce qu'une planification énergétique nous permet de projeter sur un certain nombre d'années, sur base des demandes qu'il y aura, et peut-être prévoir les solutions à apporter à cette problématique. Mais aujourd'hui, ça fait plusieurs années, le premier barrage d'Inga en 1972, et aujourd'hui, en 2020, plusieurs années passées, on n'a pas vu le secteur bénéficier au fait de cette attention particulière dans ce sens de développer des initiatives pour au fait construire de projets, que ce soit solaire ou même l'hydroélectricité à petite échelle, justement pour répondre aux besoins aujourd'hui. Il y a l'accroissement de la population, mais il n'y a pas eu des initiatives pour, n'est-ce pas, produire de l'électricité afin de répondre à ce besoin, à cette demande qui croît. Ça, c'est un sérieux problème et justement, la gouvernance fait partie de cela et nous condamnons à ce jour, que ce soit les dirigeants de la SNEL ou même les autorités du ministère de l'Énergie, parce qu'ils sont appelés à projeter dans l'avenir et prévoir une situation idéale. Monsieur Manuel Moussouyoume, il y a un centre qui vient récemment d'être inauguré dans la périphérie de Kinshasa, qui pourra fournir de l'électricité grâce à l'énergie solaire. Par rapport à ça, il y a déjà un problème d'information. Est-ce qu'on a inauguré ou on a lancé un projet qui pourra produire, selon les informations recueillies, autour de 1000 mégawatts? C'est vrai que c'est plusieurs projets qui seront mis en place. Oui, c'est bien de citer cette initiative et nous sommes d'accord avec ça. Parce que davantage, il faut qu'il y ait des initiatives pour arriver à produire de l'électricité, lequel l'électricité viendra, n'est-ce pas, répondre aux besoins qui existent. S'il n'y a pas d'initiative, s'il n'y a pas de projets qui sont lancés, rassurez-vous, nous allons continuer à vivre ce calvaire qu'on a aujourd'hui. Le courant est devenu un très grand problème. Chez moi, imaginez, dans la commune de Limété, vous vous rendrez compte qu'il y a un problème de délestage. Un jour, 24 heures, vous avez l'électricité, 24 heures après, vous n'en avez plus. Donc, vous comprenez que c'est vraiment une situation assez compliquée. Raison pour laquelle nous disons... Et pendant la semaine, vous êtes... Les délestages, c'est pendant combien de jours pendant la semaine? Non, mais vous avez un jour en termes de 24 heures, c'est-à-dire vous avez l'électricité aujourd'hui... Demain vous n'en aurez pas. Et demain, à partir de 7 heures jusqu'à 7 heures du lendemain, vous n'en aurez pas. Et vous comprenez que la situation, on ne peut pas vivre dans de telles conditions. Et donc, il faut des initiatives, il faut des projets. Mais ce que nous condamnons aussi, c'est que des initiatives viennent, oui, mais ces initiatives sont basées où? Sont basées sur quel... parce qu'il faut qu'il y ait des plans énergétiques. D'abord, partir d'une politique énergétique, ça c'est le pays qui doit le développer, et mettre en place une planification énergétique qui coordonne au fait les initiatives dans le secteur. Emmanuel Moussouyou, cela veut dire qu'aujourd'hui on ne doit plus compter sur la SNEL parce qu'elle a trop de problèmes. La SNEL, elle est là, c'est la plus grande entreprise dans le secteur de l'électricité aujourd'hui. Ce qui fait que nous devons toujours continuer à compter sur elle parce qu'elle a un patrimoine, justement. D'abord, en fait, il y a aussi un problème du patrimoine de la SNEL, mais néanmoins, la SNEL a bénéficié de tout ce que l'État avait à ce jour. C'est eux qui gèrent Ringa, Zongo et le reste. Donc, on doit continuer à compter sur la SNEL, mais il faut davantage encourager, n'est-ce pas, les autres investisseurs à venir, parce que nous pensons qu'avec la concurrence, c'est comme dans le secteur de communication, vous voyez, la concurrence, elle est là, et ça pourra pousser les uns les autres à travailler davantage, à améliorer la qualité. Peut-être ça pourra aussi impacter positivement sur le prix de l'électricité. Et donc, l'État doit davantage mettre en place des mesures qui incitent les privés et les entreprises au fait à venir investir dans le secteur. Donc, pour que à ce moment-là, qu'on se dise que il n'y a pas que la SNEL, il y a d'autres. Mais aujourd'hui, il n'y a que la SNEL et donc nous devons continuer à compter sur elle, mais elle doit s'améliorer. Malheureusement, j'étais en train de parler du problème de la gouvernance. Je vous informe aujourd'hui que la SNEL avait bénéficié, par exemple, de deux projets au fait de la Banque mondiale, le PMDE et SAPMP, qui étaient au-delà d'1 milliard de dollars. Ce projet
au jour d'aujourd'hui, devait nous donner des résultats dans ce sens que la qualité de l'électricité devait être améliorée, parce que d'un côté, il était question de réhabiliter des groupes à Inga. Il semble que beaucoup de groupes sont réhabilités, bravo, mais après, il y a aussi le côté où il fallait améliorer le réseau. Mais c'est de ce côté-là aussi où on voit qu'il y a le problème de vétusté, il y a un problème qui persiste alors que plus d'1 milliard de dollars a été accordé à la SNEL comme financement. Donc il faut améliorer la gouvernance du secteur, il faut améliorer la gouvernance de la SNEL et justement arriver à finaliser aussi le processus de restructuration de la SNEL qui peut améliorer d'une manière ou d'une autre la situation d'accès à l'électricité que nous sommes en train de vivre aujourd'hui difficilement. Bien, comment améliorer la fourniture en courant électrique en République démocratique du Congo? Des questions et préoccupations, écrivez-nous à service@radiocapi.net. Okapi Service, à votre service. Bien, nous allons accueillir Rolly depuis la ville de Mbujimaï. Bonjour. Bonjour, mes très chers auditeurs et auditrices de la radio Okapi. Quelle est votre préoccupation par rapport à la fourniture en énergie électrique? Notre préoccupation ici, moi et notre entreprise, on avait pensé si on allait faire des mini microcentrales solaires, ça allait passer dans chaque quartier. Voilà, installer des qu'est-ce que vous avez dit, les mini? On a dit des mini-centrales, c'est ça? Des mini-centrales. D'accord. Dans chaque quartier, ça pouvait aller. Voilà, si on installait ces centrales, des mini-centrales dans chaque quartier, ça peut résoudre le problème. Ingénieur Idriss, qu'est-ce que vous pouvez dire à Rolly par rapport à sa préoccupation? Oui, je pense que j'ai compris la préoccupation de Rolly. Il a raison. Et vous savez que les problèmes qu'Emmanuel a soulevés, c'est un problème très sérieux, le problème de la gouvernance. Et il a raison. Aujourd'hui, les pays, si on avait vraiment une bonne gouvernance, on aurait dû avoir un programme d'accès à l'énergie pour tous, où tous les foyers devraient en principe bénéficier, par exemple, des 5 ou 10 kilowatts crête des panneaux solaires. Et ça allait aider. Ça se fait déjà dans d'autres pays tels que la Tunisie, le Maroc, ainsi de suite. Mais je voudrais également, parce que vous avez parlé de la première pause, la pose de la première pierre sur l'implantation de la centrale solaire de 600 MW que le président de la République venait de faire tout à l'heure. Des 1000 MW, la centrale solaire photovoltaïque. Déjà, il se pose un problème d'information. Dans la déclaration du gouverneur, il a commencé par dire 1000 MW. Après, ils ont fini par 600 MW. Donc, il y a un problème de communication, un problème de précision. Mais en tant qu'expert dans les domaines, je me suis posé beaucoup de questions. Est-ce qu'ils sont en train de se rendre compte que ça représente 1000 MW crête? Et donc, même la centrale la plus grande solaire de l'Afrique, la partie photovoltaïque, c'est 70 MW. Elle est au Maroc. Et déjà à ce niveau, il se pose un problème. Ça, c'est le premier problème en termes de détermination de la capacité de cette centrale. Et un autre élément, cette centrale qu'on est en train de vouloir implanter, mais il n'y a pas de maquette. Je n'ai jamais vu au monde, on fait une très grande cérémonie comme ça, on ne présente pas la maquette de l'ouvrage. Ça, c'est déjà une faiblesse. Et une autre faiblesse dans ces projets, et non seulement qu'il n'y a pas de maquettes, mais les coûts, on nous parle de 1 milliard pour 600 MW, mais ce qui n'est pas faisable parce que les standards sur le plan international prouvent que 1 MW vaut entre 1,5 million et 2 millions de dollars. Et donc aujourd'hui, en faisant les calculs, et si on veut se baser sur des principes internationaux, on se rend compte qu'il est pratiquement impossible d'avoir 600 MW ou 1000 MW pour 1 milliard de dollars. Et donc, partant de tous ces éléments, on se rend compte que le président de la République est animé de bonne volonté, mais à des fois à mal orienté. Je prends les cas de ces projets qui risquent de se ressembler au projet à la centrale solaire de Kananga, où l'argent a été
dépensé et qu'aujourd'hui cette centrale ne fonctionne pas. Donc pour vous, avec ce montant-là, 1 milliard, on ne peut pas produire ces mégawatts-là? C'est impossible. Je ne sais pas, ils sont partis sur quel principe. Même si vous avez une usine de fabrication des panneaux solaires, et je vous informe parce que nous n'allons pas inventer la roue, la RDC ne va pas inventer la roue dans ces secteurs, ce sont des choses qui existent et vous pouvez vous renseigner. Les experts dans les domaines, ils vous diront que si les 1 mégawatt coûte déjà 1 500 000 $, et donc c'est impossible avec 600 ou 1000 mégawatts pour 1 milliard de dollars. Déjà, pourquoi on n'a pas présenté la maquette de ces projets? Ce qui veut dire que ce sont des hommes d'affaires. Oui, évidemment, ils sont en train de chercher l'argent, mais il faut partir quand même par des principes. Alors, ce que nous regrettons également est que le président de la République était accompagné par le ministre des tutelles du secteur de l'énergie. Il y avait d'autres experts qui étaient là, mais comment ce projet est présenté de telle manière? Et autre chose... Bien, monsieur Idriss, le temps d'accueillir un auditeur de Kananga, Nestor. Je reviens à vous tout à l'heure. Nestor, bonjour. Bonjour, monsieur Jeudi. Quelle est votre préoccupation par rapport à la fourniture du courant en RDC? Oui, par rapport à la fourniture du courant en RDC, nous lançons un peu, nous faisons des suggestions au gouvernement, qu'ils mettent en place des fonds nécessaires, qu'il alloue un peu de fonds nécessaires aux différents gouvernements provinciaux pour soit faire l'entretien de tous les matériels qui sont vraiment en faillite, les moteurs. Par exemple, ici sur la ville de Kananga, nous avons la Société nationale d'électricité qui fournit un peu du courant à la population. Mais il y a beaucoup de délestage, monsieur Jeudi. Alors, si on entretenait bien le moteur qui fournit cette énergie, on pourra vraiment bien vivre dans la lumière. De deux, on doit aussi construire des barrages. Nestor, à Kananga, oui. Vous n'avez pas de l'électricité 24 heures sur 24? Nous n'avons pas ça, monsieur Jeudi. C'est moi qui vis vraiment dans cette réalité-là. Nous n'avons pas d'électricité 24 heures sur 24, comme vous le dites là. Tantôt, c'est 2 heures par jour. Vous pouvez même vivre pendant toute une semaine, tout un mois, sans te faire vivre vraiment, sans te faire voir vraiment cette électricité-là. Donc, il y a les stages. Nous avons encore dit que le gouvernement doit construire des barrages. Le barrage de Katende, il y avait déjà un projet de barrage Katende. Oui, ce projet-là, monsieur Jeudi, date de longtemps. Il y a, si c'est une décennie qu'on a parlé d'une ou deux décennies comme ça, qu'on a souvent parlé de ces projets-là de Chit Katende. Mais jusque-là, nous ne voyons pas vraiment la clarté sur ce projet-là. On a dit on a financé autant d'argent. Les travaux sont déjà à 70%, à 60%. Jusque-là, les gouvernements se sont poursuivis, se sont succédés plutôt. Jusqu'à ce jour, on n'a pas vraiment bénéficié de cela. Et nous avons constaté que du temps du gouverneur Alex Kande, il avait initié un projet des panneaux solaires. Et ces panneaux-là pouvaient électrifier une bonne partie de la population. Et pourquoi le projet n'a pas abouti? Le projet n'a pas abouti. Nous pouvons dire que c'est la mauvaise gestion qui a vraiment gangréné à cette chute, qui a gangréné. Voilà, il y a un problème de gouvernance. Merci d'avoir appelé. Emmanuel Moussouyou, vous avez la parole. Oui, merci beaucoup pour la parole. Déjà, pour la première préoccupation, je vois que même la deuxième, en fait, ça se rapproche, où on exprime ce besoin de construire des barrages ou de décentraliser, n'est-ce pas, le système de fourniture à l'électricité. Mais déjà, par rapport à ça, je vais encourager tout en disant à nos amis que la loi sur l'électricité, aujourd'hui, a approuvé un principe qui est celui de la décentralisation du secteur. C'est-à-dire que comme dans le passé, on ne pouvait dépendre que du gouvernement central, par exemple, pour développer le secteur.
Aujourd'hui, même dans de coins et recoins du pays, les autorités administratives, politico-administratives sont capables d'initier de projets s'ils ont de partenaires, n'est-ce pas? Installer par exemple des micro-centrales. Oui, donc c'est de ça que je parle effectivement pour dire que la production d'électricité n'est plus réservée qu'au gouvernement central. Aujourd'hui, la loi permet que même dans des coins, même un individu, n'est-ce pas, peut arriver à développer une centrale. Donc, c'est au fait un des principes qui est acquis. Mais malheureusement, comme je le disais tout à l'heure, on ne sent pas encore des mesures de la loi qui incitent les investisseurs particuliers ou même des grands investisseurs, au fait, des développeurs à venir investir. Ça, c'est un problème. Alors qu'aujourd'hui, c'est depuis 2014 que le secteur a été libéralisé. Donc, il y a nécessité que le gouvernement puisse mettre beaucoup plus d'accent. Par rapport à ça, qu'est-ce que je veux dire? Il y a un constat que nous avons fait, celui, n'est-ce pas, qui nous dit que le gouvernement aujourd'hui met beaucoup plus l'accent à développer des grandes infrastructures. Malheureusement, vous avez vu tout ce qu'il y a comme mobilisation, notamment sur le projet Inga 3. Mais Inga 3, c'est bon si on veut le développer pour le pays. Mais est-ce qu'on sait que il faut au moins 10 ans pour arriver à consommer de l'énergie des Inga, alors que la population aujourd'hui a besoin d'électricité? Donc pour nous estimons que le gouvernement, le fait qu'il met beaucoup plus d'accent à développer Inga d'une manière ou d'une autre, il est en train de se distraire. Par contre, prendre ces efforts qui sont en train d'être mis en œuvre pour Inga et les placer sur le secteur, sur le développement d'autres formes d'énergie, sur le développement des micro-barrages, sur le développement du solaire. Monsieur Idriss était en train de parler, il a donné un chiffre, 1 mégawatt qui coûte, pour le standard, 1 mégawatt qui coûte 1,5 million de dollars. Mais c'est cher. C'est cher. Alors que le gouvernement aujourd'hui devait par exemple se concentrer pour que l'énergie solaire soit accessible pour tous. Parce que l'énergie solaire, la centrale dont on a fait allusion à Kinshasa, en réalité, c'est une centrale qui peut aussi être prête par exemple dans 3 mois si seulement tout est mis en œuvre. Donc en termes de temps, c'est avantageux, mais il faudrait que ça soit aussi en termes de moyens, qu'il y ait plus des... Il faut multiplier de telles initiatives à travers le pays. Oui, davantage soutenir ces initiatives, mais comme j'étais en train de dire, il faut des mesures qui incitent. Il faut que le gouvernement priorise l'accès pour tous à l'énergie, comme mettre ça comme une priorité. Parce que les autres formes, les grands Inga ou les grands barrages, c'est de l'énergie pour l'extérieur, beaucoup plus. Et nous avons plutôt besoin de l'énergie aujourd'hui. Il ne faudrait pas que le gouvernement continue à se perdre dans ces grandes infrastructures qui ne seront pas tout de suite bénéfiques pour la population congolaise. J'ai parlé de l'accès à l'électricité qui, au moins 10 ans pour avoir 1 mégawatt de Inga, mais ça va aussi sur tout le plan, même sur le plan, n'est-ce pas, des avantages économiques et sociaux, donc il y a beaucoup d'impact. Raison pour laquelle nous interpellons le gouvernement aujourd'hui en les invitant de fournir beaucoup d'efforts ou de mettre beaucoup plus l'accent sur comment est-ce qu'on va développer les plus de 800 sites énergétiques que nous avons en RDC. Comment est-ce que nous allons exploiter cette richesse que Dieu nous a donnée du soleil? Comment est-ce que nous allons exploiter la richesse de l'éolien? Comment est-ce que nous allons exploiter le gaz, la géothermie que nous avons? Vous voyez que nous avons beaucoup de richesses, mais nous avons un sérieux problème, celui de priorité. Raison pour laquelle une demande qui est la plus concrète pour nous, c'est de pousser le gouvernement davantage à réfléchir sur une planification énergétique qui aussi vient soutenir le travaux de la politique nationale énergétique qui sont en cours par le secrétariat général de l'énergie. Voilà un peu comment est-ce que nous pensons et nous estimons que si le gouvernement s'engageait sur cette voie-là, cela permettra de développer davantage de micro-barrages, de développer davantage toutes les formes d'énergie et cela sera au bénéfice de la population. Tout le monde pleure la part de l'électricité, que ce soit à Kinshasa ou dans des provinces, et ça c'est pas normal pour un pays assez riche sur en ce qui concerne le potentiel énergétique et sur tout le plan. Bien, on va accueillir Massoudi depuis Kindu. Bonjour. Oui, bonjour monsieur le journaliste et bonjour à tous les auditeurs. Nous parlons de l'énergie électrique. Comment améliorer la fourniture de l'énergie électrique? Quelle est votre préoccupation, Massoudi? Merci beaucoup de m'avoir accordé la parole, monsieur le journaliste. D'après moi,
il fallait d'abord tout simplement réhabiliter certains barrages qui se trouvent dans les différents secteurs de la province, qu'ils soient dans la province et au niveau du capital. Il fallait d'abord réhabiliter certains barrages. La deuxième des choses, il fallait construire aussi d'autres barrages. Là où il n'y a pas de barrage, il fallait augmenter et construire. Troisième des choses, il fallait chercher les techniciens en domaine qui va construire ces barrages-là pour la meilleure édition. Et la quatrième chose, il fallait que le gouvernement avoir le fonds. Vous savez, les problèmes du courant électrique, ça demande aussi beaucoup de moyens. S'il n'y a pas moyen, les choses ne doivent pas évoluer. Et la cinquième cas, il fallait aussi chercher les endroits fixes pour installer des barrages. C'est ce que j'ai préparé, c'est ça. Merci Massoudi depuis Kindu. Idriss Koudi, vous avez la parole. Oui, merci beaucoup. Je crois que l'intervenant de tout à l'heure, il n'a pas tort. Mais je voudrais ajouter un élément important par rapport à la loi dont M. Emmanuel venait de faire allusion. Aujourd'hui, on ne peut pas faire de l'objectif 7 de développement durable un levier de développement dans notre pays si la loi n'est pas révisée. Cette loi présente beaucoup de faiblesses. Déjà, vous pouvez lire cette loi qui régit le secteur de l'électricité du début jusqu'à la fin. Elle parle que de l'hydroélectricité. Alors, ce qui fait qu'aujourd'hui, même si le gouvernement mettait beaucoup de moyens et tout dans ces secteurs par rapport à d'autres sources potentielles énergétiques, à un moment donné, on sera bloqué parce que ce sont ces textes-là qui régissent ces secteurs. Et donc, moi, je proposerais au gouvernement, et bien entendu avec le Parlement, de revoir cette loi. Vous allez voir que cette loi a même déformé l'appellation du ministère des tutelles. Les ministères qui gèrent le secteur de l'électricité, ça s'appelle ministère des ressources hydrauliques et électricité. C'est comme si les pays possédaient qu'un seul potentiel énergétique. Et donc, il faut commencer par revoir cette loi, mais également regarder dans quelle mesure où il faut privilégier les dispositions dans cette loi qui donnent accès, qui donnent avantage aux investisseurs privés de venir travailler dans ces domaines. Oui, il faut miter vers d'autres formes d'énergie, mais l'énergie solaire, par exemple. L'énergie solaire, par exemple, c'est normal, c'est tout à fait logique, mais cette forme d'énergie n'est pas définie dans la loi. Et ça, c'est déjà une faiblesse, c'est déjà une contrainte. Oui, il y a besoin d'amender la loi. Il faut revoir la loi, mais autre chose qu'on est en train de parler de, je ne cesserai jamais de le dire, il faudrait que les ouvrages énergétiques qu'on trouve dans notre pays soient implantés pour des raisons de servir la population et non pour des raisons d'exploitation minière ou pour d'autres intérêts politiques. Et les plans d'électrification nationale, c'est quelque chose de très important, mais il faut dire que les gouvernements provinciaux font partie des cadres institutionnels en ce qui concerne la gestion du secteur de l'électricité dans notre pays. Et donc, pour enrichir ce qu'Emmanuel a dit, ils ont également le devoir d'élaborer les plans provinciaux pour en ce qui concerne le secteur de l'électricité. Mais malheureusement, ils sont en train de s'approcher au ministère national de ressources hydrauliques. Ils attendent seulement ce qui va venir de Kinshasa. Et pourtant, ce sont eux qui vivent dans ces milieux où on peut définir les différents potentiels énergétiques. Et donc, aujourd'hui, si nous voulons remédier à cette situation, à cette précarité énergétique, il faudrait que chaque gouvernement provincial puisse non seulement élaborer les plans, mais disponibiliser également un fonds approprié pour ces secteurs. Vous allez constater que ce soit au niveau du budget national, oui, ou bien les budgets qui sont présentés aux différentes assemblées provinciales à travers le pays. La question de l'énergie, on ne met pas vraiment l'accent là-dessus. Ils sont en train de privilégier soit l'enseignement, ainsi de suite. Et pourtant, l'énergie, c'est la clé du développement. Donc, sans énergie aujourd'hui, on ne peut pas parler du développement de notre pays.
Alors, c'est une question vraiment qui nécessite l'implication de tous les acteurs. Mais il y a aussi un autre élément important, c'est le choix des acteurs dans le secteur de l'électricité. Idriss Koudi, oui, un instant, le temps d'accueillir un auditeur, Soleil depuis Kenge. Bonjour. Bonjour Radio Capi, bonjour aux fidèles auditeurs. Nous parlons de l'amélioration de la fourniture en courant électrique. Qu'est-ce que vous avez à nous dire là-dessus? Oui, merci beaucoup pour l'octroi du verbe. En fait, j'ai été intéressé par ce sujet. Mais moi, personnellement, c'est comme je l'ai dit tantôt sur la page Facebook, je n'ai pas voulu que ce sujet soit en fait débattu, soit à la radio ou à la télé, tout simplement parce que nous sentons que il y a un certain manque de volonté de la part de nos politiciens. En fait, je disais, nous avons déjà le barrage d'Inga. C'est un acquis en fait que nous avons ici en RDC. Alors, il suffit tout simplement que nous puissions interpeller la conscience de nos politiciens afin qu'ils comprennent que nous avons déjà des potentialités sur le terrain qu'il faut tout simplement exploiter. Donc, ça ne demande rien d'autre que la volonté et la détermination de nos politiciens pour que tout se fasse normalement. La capacité de notre barrage d'Inga suffit tout simplement pour électrifier toute l'étendue nationale. Mais qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque sinon la volonté et la détermination? En fait, voilà un peu de mots, ma petite contribution. Donc, la part revient, à mon humble avis, en grande partie, aux politiciens afin qu'ils comprennent qu'ils ont tout intérêt à s'impliquer pour que ce secteur soit en fait privilégié. Parce que l'électricité, c'est en fait le gage ou le socle même du développement d'un pays. Dites-nous, Soleil, là-bas à Kenge, comment ça se passe? Vous avez du courant de temps en temps pendant la journée ou c'est vraiment un problème ici à Kenge. C'est parmi d'ailleurs les problèmes poignants, les problèmes phares. Nous cherchons quelqu'un qui viendra nous aider à obtenir justement de l'électricité. C'est vraiment un problème très préoccupant ici. C'est un problème qui freine même le développement de la province du Kwango. Donc Kenge est dans le noir tous les jours? Ah, vraiment dans le noir total. À ce que je sache, à moins qu'il y ait quelques coins ou quelques personnes qui essayent d'électrifier cela avec des groupes électrogènes, mais sinon, c'est dans le noir total. C'est dans le noir total. Et à Kenge, il n'y a pas une agence de la SNEL? Si, il y en a, mais quel est le travail qui est abattu là? Parce que bon, il n'y a pas d'électricité. Quel est le travail? Sinon, peut-être que ces agents sont là justement peut-être pour obtenir le salaire, mais sans travail, sur terrain, sans travail. On a eu quelques panneaux solaires qui ont été installés ici et là, mais qui ne fonctionnent plus il y a quelques bonnes années. Donc on est dans le noir ici. Bien, merci d'avoir appelé Soleil depuis Kenge. Emmanuel Moussouyou, vous êtes en ligne, vous êtes coordonnateur de la coalition des ONG de la société civile pour le suivi des réformes et de l'action publique. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à Soleil depuis Kenge? Oui, M. Soleil a parlé de Inga comme une grande ressource. On est d'accord avec lui. Inga, c'est effectivement une ressource assez importante pour le pays. Mais ce que je pourrais lui dire par rapport à ça, c'est que Inga, dès son commencement, dès le premier projet qui a été développé avant, qui a été conçu avant même le président Mobutu, réalisé par le président Mobutu et aujourd'hui, en fait, passé par le président Kabila et le président Tshisekedi qui veut avancer avec Inga 3, n'a jamais été un projet pour l'électrification nationale. Inga vise beaucoup plus l'extérieur, vise les grands acheteurs. Et déjà, la population congolaise est considérée comme étant une population à faible revenu, donc elle ne pourra pas acheter l'essentiel des mégawatts de Inga, raison pour laquelle on va privilégier les autres pays comme l'Afrique du Sud et autres. Et pour Inga 1, Inga 2 qui existent aujourd'hui, c'est vrai qu'on est autour de 1400 et quelques mégawatts qui sont produits, mais le problème c'est que cela ne pourra non plus électrifier toute la RDC, parce qu'il y a un coût qui doit entrer en ligne de compte, le coût de transport. Le transport de l'énergie coûte très cher. Je vais donner un exemple. Si on construisait Inga 3 aujourd'hui, les lignes de transmission qui seront construites entre Kolwezi et l'Afrique du Sud
va nous coûter ou va coûter au projet autour de 3 milliards de dollars. Donc, pour dire que les lignes de transmission coûtent très cher, et déjà, Inga, tel que conçu, ça part du Congo central, Kinshasa, le Bandundu, ça passe sur le Kasaï pour chuter dans le Lualaba. C'est-à-dire que la configuration actuelle déjà ne permet pas que toute la RDC soit électrifiée par ce projet-là. Raison pour laquelle il faut d'autres initiatives, il faut construire d'autres barrages de façon décentralisée à travers le pays pour arriver à répondre à ce besoin d'électricité. Voilà un peu la réponse que je peux donner à cette question sur Inga. Donc, Inga, on considère que c'est un grand projet, oui, c'est une grande ressource. S'il y a une bonne gouvernance et qu'il est développé, ça peut créer des richesses à travers le pays, mais les conditions actuelles de la gestion et l'ensemble des questions environnementales, des questions sociaux et même sur l'économie, nous estimons que ça sera plutôt une charge sur le pays que les bénéfices, que tout ce qui est présenté comme point positif. Mais je voulais rapidement revenir un tout petit peu sur la question précédente où on parle de la réhabilitation de barrages. Je voulais mentionner ici que au mois de mars, la CORAP, qui est la structure à laquelle je suis parti, au fait, où qui m'a envoyé ici, carrément, que je suis coordonnateur. Oui. Et donc, je voulais dire que nous avons publié une étude intitulée « De l'obscurité à la lumière, nécessité de réhabiliter les barrages à l'abandon ». Dans notre étude, nous avons identifié exactement 63 barrages qui sont restés à l'abandon à travers le pays. Imaginez qu'aujourd'hui, à l'état actuel, nous avons plus ou moins 63 barrages qui sont restés sans être réhabilités. Et qui ne marchent plus. Oui, pour certains, d'autres ne marchent plus complètement en arrêt, d'autres continuent encore à fonctionner. Par exemple, Zongo 1, c'est aussi une centrale à l'abandon parce que depuis plusieurs années, aujourd'hui, sur 75 MW qui devait produire Zongo 1, on n'est produit qu'autour de 13 MW, si seulement je suis correct avec les chiffres. Donc vous comprenez que beaucoup de barrages qui devaient servir à l'alimentation de nos communautés, de nos villages, de nos villes, de façon décentralisée, aujourd'hui ces barrages sont à l'arrêt. Alors que cela ne nous coûtera pas beaucoup d'argent en termes de réhabilitation, parce qu'on a pris un exemple. Le barrage de Sanga dans le Congo central, c'est un barrage qui était à l'abandon complètement, mais c'est un barrage qui produit 12 MW, mais qui a bénéficié d'un partenariat public-privé entre la SNEL et des entreprises minières du Katanga, qui ont financé autour de 18 millions de dollars pour réhabiliter les 6 machines de cette centrale afin de produire 12 MW. Jusque-là, la première phase du projet qui consistait à réhabiliter 3 machines était déjà fin prêt et 6 MW étaient mises en service. Vous comprenez qu'avec moins d'argent, on peut réhabiliter des centrales et favoriser l'accès pour tous à l'énergie. Une autre chose, ou un autre bénéfice, n'est-ce pas, de réhabiliter le barrage, c'est que cela va permettre, comme je le disais, l'accès des communautés à l'énergie. Et une fois ces communautés ont accès à l'énergie, l'avantage majeur, c'est qu'il y aura une richesse au niveau local qui sera créée, ou des richesses seront créées, parce qu'ici j'aime bien donner l'exemple du barrage de Matebe, où aujourd'hui on retrouve Virunga 24 heures sur 24 électrifiés, mais en plus de l'électrification, les communautés, parce qu'ils doivent consommer de l'énergie, ont été accompagnés à créer des petites et moyennes entreprises. Il y a des petits ateliers, par exemple des menuiseries et autres. Et donc ces ateliers permettent aux communautés, n'est-ce pas, de gagner en termes de ressources pour eux-mêmes, mais aussi pour payer cette énergie qu'ils sont en train de consommer venant de Matebe. Donc, pour dire que il y a un avantage dans la réhabilitation de barrages, on ne peut pas laisser autant de barrages, c'est beaucoup de mégawatts. 63 barrages, c'est quand même beaucoup. C'est vraiment beaucoup, et donc on ne peut pas laisser ces barrages se perdre ou de mégawatts se perdre dans la nature, mais par contre, il faut arriver à mettre de moyens, il faut inciter des bailleurs à financer ces genres d'initiatives à réhabiliter, et vraiment cela va contribuer aussi efficacement
dans ce que nous aimons appeler l'accès pour tous à l'énergie. Bien. Idriss Koudi, est-ce qu'il y a des difficultés d'accès à l'énergie électrique aujourd'hui? On ne va pas toujours incriminer la SNEL, mais il y a aussi les consommateurs avec des raccordements frauduleux. Il y a trop de problèmes dans les quartiers par rapport au courant électrique. Des gens qui vont tripoter les cabines de la SNEL. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à tout ça? Oui, vous avez raison, monsieur les journalistes, mais moi je pense que les responsabilités sont partagées, bien sûr, mais la plus grande responsabilité revient à la Société nationale d'électricité parce que c'est elle qui produit, c'est elle qui vend, qui distribue et puis qui vend cette énergie. Aujourd'hui, je prends juste un exemple. Combien de ménages dans la ville de Kinshasa paye l'électricité à partir des kilowattheures consommés ou à partir des compteurs. 80% des ménages à Kinshasa payent l'électricité d'une manière forfaitaire. Et pourtant, la loi qui régit le secteur de l'électricité dans l'une de ses dispositions dit que le paiement ou la facturation de la consommation énergétique devrait se faire en fonction de la consommation, mais cette consommation doit être prélevée par les index. Mais qu'est-ce que nous ne voyons pas? Des agents de la SNEL qui passent dans des ménages ils prélèvent même pas des index, mais c'est chaque fin du mois où il y a des factures. La qualité même de l'électricité, est-ce que les consommateurs de cette électricité est protégé? Donc, pour dire que à 90%, la responsabilité sur cette question de la précarité énergétique revient à la Société nationale d'électricité qui, à un moment donné, est restée seulement dans un contexte de facturation, pour ne pas dire des ventes de l'électricité. On en a vu il n'y a pas longtemps ici, juste après la levée de mesures d'urgence, on a vu la flambée des prix et sur des factures que la SNEL a données. Et donc, pour dire que oui, c'est vrai, la population, à un moment donné, se retrouve à la merci de tout ce qui se passe. Et je n'encourage pas ce genre de comportement, mais à une grande partie des problèmes, c'est la Société nationale d'électricité. Quand vous parcourez la ville de Kinshasa, regardez l'état des câbles, par exemple. Allez-y dans la commune de Matete. Vous allez à Ngaba et Kingabwa, Izam et Limité et par-ci, par-là. Donc, on ne sent pas du sérieux dans la manière où les travaux sont en train d'être faits. Aujourd'hui, il y a même certaines entreprises, au lieu de payer l'électricité d'une manière normale, mais ils n'ont pas de compteurs, et c'est juste d'une manière forfaitaire. Et tout ça, et donc, c'est la question de la gouvernance, c'est vraiment une question qui est au centre de tous ces problèmes, mais aussi les choix des acteurs. Les acteurs qui sont nommés à la tête de cette société, les acteurs qui sont nommés dans les différents services concernant le secteur de l'électricité, c'est quoi les critériums? C'est quoi les critères? Et si la nomination ou les choix s'est fait pour des fins ou des raisons politiques, en ce moment-là, on doit s'attendre à tout ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Et donc, je pense que ça soit la faiblesse qu'on a avec la Société nationale d'électricité, que ça soit ce qui se passe avec la population et dans la manière d'utiliser l'électricité, oui. Je crois que l'État congolais a une grande part de responsabilités. Il y a des choses qu'il faudrait revoir. C'est vrai que c'est un mauvais héritage que nous avons dans notre pays. Aujourd'hui, quand vous parcourez, je vais vous donner un seul exemple. Vous êtes sur le boulevard Lumumba. Vous allez voir que l'éclairage public reste allumé 24 sur 24, du lundi au dimanche et du 1er au 30. Mais toutes ces autorités passent par là. Vous allez sur Willery, l'éclérage public est allumé, et ça, on peut voir ça qu'au Congo. Alors moi, je me pose une question. Quel est en fait le niveau de l'entreprise, le niveau de l'expertise de l'entreprise qui avait installé cet éclairage public? Mais la Idriss Koudi, aujourd'hui, voilà. Dans les quartiers, on parle souvent de départ unique. Si vous voulez avoir un bon courant dans un quartier, organisez-vous avec les agents de la SNEL pour avoir un départ unique.
Mais évidemment, ce sont ces genres de comportements que je suis en train de dire que la Société nationale d'électricité travaille beaucoup plus pour des intérêts individuels. Même cette manière de faire les choses, elle n'est pas recommandée. Nulle part qu'on a dit parce qu'on est général, parce qu'on est directeur dans une entreprise, qu'on doit avoir un départ unique. C'est écrit nulle part. Et donc aujourd'hui, la Société nationale d'électricité a démontré ses faiblesses. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'a même étonné de voir que pour le projet de 600 mégawatts, on implique la Société nationale. Mais finalement, pourquoi on doit l'impliquer? Parce qu'elle a échoué. Pourquoi ne pas créer une autre structure qui va gérer tous ces projets en énergie électrique dans notre pays? Et donc, les responsables, les autorités de la SNEL, c'est pas seulement ceux qui sont en train de gérer maintenant parce qu'ils ont hérité ces mauvais systèmes, mais moi je pense qu'il faudrait vraiment recommencer à la case du départ. D'abord, le choix des acteurs, les gens qui sont nommés là-bas, ils sont nommés sur base de quels critères, mais également la volonté politique. Mais si aujourd'hui, la SNEL en tant qu'une entreprise publique, elle est partagée comme un morceau de gâteau pour dire que voilà, c'est une entreprise qui appartient à X famille politique, en ce moment-là, il n'y aura pas de changement parce que les gens vont aller là-bas pour servir leurs partis politiques, ils vont donner les dîmes des partis, ils vont travailler pour leurs autorités morales, et ainsi de suite, et la population sera toujours dans les noirs. Bien, nous poursuivons cette émission. Comment améliorer la fourniture en énergie électrique en République démocratique du Congo? Des questions et préoccupations, eh bien, écrivez-nous à service@radiocapi.net. Vous pouvez aussi poster vos préoccupations sur la page Facebook de l'émission Okapi Service. Nous avons en ligne Christian depuis Kinshasa. Bonjour. Bonjour la Radio Okapi. Merci d'abord. Oui, Christian, quelle est votre préoccupation? Merci beaucoup pour cette opportunité que vous me donnez de m'exprimer. La qualité des fournitures du courant électrique, non seulement à Kinshasa, mais partout dans toute l'étendue du territoire national, perpétue un vrai problème depuis des années. Donc les Congolais n'arrêtent de s'inquiéter. Pourtant, d'autres pays ont bénéficié abondamment de notre électricité. L'accès à l'électricité fait partie de préliminaires résolument du développement dans un pays. Christian, vous êtes dans quel quartier de Kinshasa et comment se présente la situation dans votre quartier? Moi, je vis à Tchangou, je suis un enfant de la Tchangou. Ici, vraiment, avec l'électricité, donc, nous n'avons pas accès 24/24. Parfois, vous avez 3 jours d'accès à l'électricité et... 3 jours de délestage. Oui, 3 jours de délestage. Et ce programme n'est pas du tout respecté. Donc, quand vous partez réclamer cela, donc on vous demande encore de l'argent au niveau de votre cabine. Donc, c'est déplorable vraiment. Nous inquiétons et interpellons à notre gouvernement qu'il fasse quelque chose vraiment. Bien, merci Christian de Kinshasa. Emmanuel Moussouyou, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à la préoccupation de Christian? C'est une préoccupation qui rejoint toutes les premières, parce qu'on est toujours en train de déplorer le fait qu'on n'a pas accès à l'électricité. Mais ici, je voulais vraiment axer mon intervention par rapport d'abord à la première question sur le raccordement frauduleux. Mais moi, je pense qu'il y a une grande question que tout le monde doit se poser. Est-ce que si la qualité de l'électricité est bonne, il y aura ce phénomène de raccordement? À cette question-là, que si on répondait, on verra que les gens cherchent à prendre en charge par rapport à l'accès à l'électricité, justement parce que la qualité n'est pas bonne. Il y a des parcelles qui ont, Monsieur Emmanuel Moussouyou, il y a des parcelles qui ont 2-3 lignes. Quand c'est départ, cette ligne-là, le courant est parti, on se raccorde ailleurs. Justement, c'est le système de s'auto-prendre en charge. On doit se débrouiller pour avoir accès à l'électricité parce qu'on est délaissé, parce qu'on est abandonné, parce que la structure qui est habilitée à nous donner accès à l'électricité, nous donner une bonne qualité de l'électricité, ne répond pas à ce qu'il devait faire, au fait. Justement, quand monsieur Idriss parle de qualité, au fait, de ces personnes qui travaillent à la SNEL, oui, d'un côté, il peut avoir raison de l'autre. On a été plusieurs fois sur terrain, dans de barrages, à Inga, à Zongo et partout en RDC. On a constaté quand même qu'il y a une main-d'œuvre qualifiée. Nous avons des ingénieurs qualifiés.
Mais le problème, encore une fois de plus, c'est la gouvernance. C'est la gouvernance. Comment est-ce qu'on planifie tout ça? Comment est-ce qu'on programme les choses? Comment est-ce qu'on gère les fonds? Parce que au-delà de tout ça, c'est aussi un problème de financement, un problème de moyens financiers. Comment est-ce qu'on gère les entrées de la SNEL? Raison pour laquelle nous estimons qu'aujourd'hui, c'est encore plus que primordial que l'on puisse finaliser le processus des restructurations de la SNEL. Emmanuel Moussouyou, il y a également un problème. Dans les quartiers, il y a des jeunes gens qu'on appelle les journaliers de la SNEL qui font du tripotage. S'ils ont besoin d'argent, ils peuvent venir et coupent sur cette ligne-là. Vous vous organisez, vous faites des cotisations, vous leur donnez l'argent et puis aussitôt après, le courant revient. Donc dès qu'ils se présentent dans un quartier, tout le monde sait que les courants va bientôt partir et il faut cotiser. Oui, c'est un système qui existe pour de vrai. Mais malheureusement, c'est un système que nous ne devons pas encourager. Bien que dans l'état actuel des choses, c'est que c'est ces gens-là qui sauvent les quartiers à avoir accès à l'électricité. Mais comprenez que la loi sur l'électricité prévoit des dispositions qui sanctionnent sévèrement toutes ces personnes qui remplacent la SNEL, qui se permettent de remplacer la SNEL, qui deviennent au fait des agents de la SNEL. Ça, c'est... Si vous êtes attrapé, je vous assure qu'il y a des dispositions de la loi qui prévoient au fait des sanctions. C'est vrai qu'ils le font aujourd'hui parce qu'il faut le faire. Mais après tout ça, la charge ou la responsabilité revient à la SNEL, revient à l'État congolais, qui, malgré la libéralisation, reste l'actionnaire majoritaire de la SNEL. Bien, Emmanuel Moussouyou. Emmanuel Moussouyou, pour terminer, nous allons récapituler. Pour améliorer l'accès à l'électricité, vous l'avez dit, il faut améliorer la gouvernance et puis il faut qu'il y ait une planification énergétique. Le gouvernement devait avoir aussi des mesures, mettre en place des mesures incitatives pour permettre aux investisseurs de venir investir dans le domaine. Et puis réhabiliter aussi les barrages qui existent. Et vous avez identifié au moins 63 barrages à travers le pays qui sont abandonnés. Bien, vous avez bien conclu, au fait, vous avez bien rassemblé nos revendications, mais en plus de ça, ce que je peux ajouter, c'est que le gouvernement doit abandonner les priorités qu'il accorde à la construction ou au développement du barrage d'Inga. Par contre, ces priorités ou cet enthousiasme doit être placé sur le développement de ces différents sites qu'il y a dans le pays. Nous avons plus de 800 sites hydroélectriques identifiés par la classe, nous avons l'énergie solaire et autres. Donc, vous voyez cet enthousiasme, c'est au fait cette priorisation qui a été mise sur Inga doit être mis par contre sur les autres formes d'énergie, parce que Inga ne viendra pas résoudre le problème que nous sommes en train de décrire aujourd'hui. Inga viendra peut-être nous créer davantage de problèmes sur le plan environnemental, social, économique. Donc, pour nous, nous estimons que la priorité du gouvernement doit être placée sur le développement des micro-barrages ou carrément des barrages à taille moyenne ou petite taille, des barrages, des centrales solaires, des parcs éoliens et autres formes d'énergie. Le gaz méthane qu'il y a sur le lac Kivu risque de créer encore d'énormes dégâts sur l'environnement, mais est-ce qu'il faut continuer à regarder ça de loin? Est-ce qu'on ne peut pas prioriser ce projet-là pour produire de l'électricité, laquelle électricité sera bénéfique pour nos amis du Kivu? Et donc, pour nous, nous estimons que plus le gouvernement s'engage sur Inga, il oublie les autres priorités, et donc il faut qu'il revienne à la raison pour, n'est-ce pas, trouver plus l'intérêt de la population congolaise dans tous les projets qui sont en train d'être développés. Bien, Emmanuel Moussouyou, coordonnateur de la coalition des ONG de la société civile pour le suivi des réformes et de l'action publique, CORAP. Merci d'avoir répondu à notre invitation et à la prochaine. Merci, c'est moi qui vous remercie, effectivement. Bien, Idriss Koudi, vous êtes ingénieur, expert en génie électrique. On va conclure également avec vous. Vous avez dit, pour améliorer l'accès à l'énergie, il faut modifier aussi la loi qui ne prend pas en compte l'énergie solaire et puis décentraliser le système du secteur, décentraliser le secteur de l'énergie pour permettre à chaque province également de s'organiser. Exactement, mais au-delà de ce que vous avez dit, il y a la volonté politique qu'il faudrait ajouter également sur cette question, mais aussi les choix des acteurs qui gèrent les différents services du secteur de l'électricité. Bien. Idriss Koudi est expert en génie électrique. Merci et à la prochaine. Merci beaucoup.
Mesdames et messieurs, c'est par ici que s'achève le magazine de la vie au quotidien Okapi Service. Merci de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité à ce programme de la vie au quotidien. Patrick Kiasongwa a été à la mise en onde, Tati Mapuku a assuré la réalisation, Marcel Ngombo à la coordination, au micro, Jody Daniel Kachama, sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. Restez avec nous et excellentes conditions d'écoute des programmes sur Radio Okapi.